Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Depuis quelques mois, la vente B2B s'est particulièrement complexifiée. Beaucoup d'interlocuteurs sont dans la boucle de décision, les cycles de vente se rallongent et les commerciaux doivent mettre un rythme très élevé pour maintenir leurs prospects chauds. Pour répondre à tout ça, vous pouvez utiliser Topo. Topo, c'est une nouvelle manière d'engager et de collaborer avec vos prospects. Le principe est simple. Vous allez créer une Digital Sales Room. C'est un espace partagé entre un commercial et ses acheteurs. Vous allez y retrouver toutes vos ressources comme vos présentations, vos enregistrements, mais aussi vos interlocuteurs et vos prochaines étapes. Cela va vous permettre d'animer automatiquement les temps morts entre deux rendez-vous, de suggérer des contenus pertinents à partager ou encore de consulter vos analytics sur l'activité de vos prospects. Si vous voulez raccourcir la durée de vos cycles de vente et standardiser la manière dont vos commerciaux travaillent, testez Topo. J'ai négocié pour vous un code promo qui vous permet de bénéficier de 30% de remise sur la première année. Connectez-vous à topo.io, demandez un rendez-vous et dites le code promo ALEX. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Després. Alexandre, salut. Enchanté. Écoute Alexandre, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et nous expliquer pourquoi c'est intéressant de te connaître? Yes. Je pense qu'il est intéressant, c'est que j'ai une expérience avant de sales ouvreur à l'ancienne, il y a quelques temps, qui n'était pas si loin que ça. J'ai dû commencer à faire de la vente en 2016. Ça fait quand même 7 ans maintenant, mais encore l'époque où on copiait-collait des choses de LinkedIn, on appelait 6 heures par jour au téléphone. Et j'ai réussi à évoluer de ça jusqu'à aujourd'hui une situation où je connais assez bien toute l'architecture RevOps, SalesOps, tout l'ensemble du sales, l'ensemble du cycle, avec une vision globale. Et du coup, c'est des choses qui sont assez porteurs aujourd'hui. Ok, et aujourd'hui, tu peux nous expliquer ce que tu fais en quelques mots? Ouais. Donc, je suis CEO de Landscale. Donc, je vais être principalement sur la partie vente et revenus. Et l'idée, ça va être d'aider Landscale à grandir. Et nous, on va aider toutes les équipes sales et revenus à capter l'ensemble des signaux d'achat outbound qui sont disponibles sur le web pour les alimenter directement dans leur CRM et donc booster leur pipeline. Ok, donc c'est une technologie pour les commerciaux. Exactement. C'est pour ça que tu es dans les héros de la vente. Et alors, tu vas pouvoir en parler, je pense, en filigrane dans le podcast, mais aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet que je trouve intéressant, qui va intéresser les gens dans la vente, mais aussi les entrepreneurs. Le sujet, c'est comment on peut accélérer la vélocité des ventes. Et on sait bien que la rapidité d'exécution, quand on crée une boîte ou quand on développe un produit, un service, c'est fondamental. Et souvent, c'est un peu, notamment quand on est au début, c'est un peu le défaut qu'on a, c'est qu'on est trop lent, on ne va pas assez vite sur le marché, et quand les ventes ne rentrent pas, on met en péril sa société. Donc, première question, Alexandre, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet spécifiquement? Comme tu le disais, c'est un sujet qui est ultra important parce que la vélocité des ventes, ça va avoir des impacts sur une boîte plutôt jeune. Si on n'a pas de vente, on ne se confronte pas assez tôt au marché, on ne va pas avoir les bons feedbacks. Donc souvent, on va développer un produit, on va commencer à vendre peut-être trop tard. On va se rendre compte que du coup, on ne vend pas le bon produit et on va perdre du temps d'exécution, des fois 6 mois, 12 mois, 2 ans. Ça, c'est le premier point. Et généralement, il y a quelques années, on pouvait encore arriver avec un produit un peu d'usage et réussir à faire quelque chose. Aujourd'hui, sans vendre, ça devient compliqué, même si on veut aller lever des fonds. Et que ça soit sur des boîtes aussi plus matures, qui peuvent faire des centaines de millions, voire des milliards de chiffres d'affaires. Si les ventes ne sont pas assez rapides, on se retrouve avec des gros entonnoirs où on ne close pas assez vite. Donc le revenu, il met plus de temps à arriver. Les sales vont passer plus de temps à relancer les gens. Donc ils vont pouvoir gérer moins de deals. Et on se retrouve aussi dans un mécanisme
mécanisme, une mécanique qui n'est pas forcément la meilleure. Donc, c'est un sujet qui touche, je pense, n'importe quelle taille d'entreprise et surtout dans le contexte actuel où on se retrouve dans une situation où l'argent devient difficile, les ventes deviennent le plus importantes, la vélocité des deals, c'est quelque chose qui est sujet numéro un pour l'ensemble des boîtes aujourd'hui et tout ce qui va être C-level associé à la vente. Donc, je pense que c'est un sujet qui est plutôt d'actualité. Ouais, c'est vrai que moi, j'accompagne plusieurs boîtes et souvent, quand je leur demande leurs problématiques, une des premières problématiques qui arrivent, c'est j'ai un cycle de vente trop long. Comment je fais pour le réduire? Yes. Donc, Non, c'est justement, sûr. on va en parler. Bon, parfait. Donc, je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute, qui est commercial, directeur commercial ou entrepreneur, et qui se dit ah oui, oui, je veux bien comprendre comment je peux accélérer mes ventes. Donc, j'imagine que tu as plusieurs fondamentaux respectés. Est-ce que tu peux nous dresser une liste et puis je vais poser des questions sur ces différents fondamentaux. Selon toi, ça commence par quoi quand on veut agir sur son cycle de vente parce qu'on sent que c'est trop long et qu'on veut le réduire et être plus rapide dans ses ventes? Yes. Déjà, la première question, c'est pour se poser la question pourquoi on va agir sur le cycle de vente et qu'est-ce qui bloque. Mais toujours, faut reprendre, moi je dis toujours qu'il faut reprendre un pas en arrière et se dire, OK, pourquoi je vais accélérer mon cycle de vente? Parce que ça me permet, j'ai un impact direct sur ma performance et sur mon revenu. Donc si ça me permet de faire ça, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans mon process qui fait que mon cycle de vente est plus long? Ça peut être une problématique produit, est-ce que je peux la lever? Oui ou non? Ça peut être une problématique de process pur et dur de vente. Est-ce que par exemple, euh, j'ai pas assez d'une phase de qualification qui est pas assez importante et du coup je prends beaucoup de deals pour me rassurer. Je fais rentrer beaucoup de deals dans mon pipeline et en fait je me rends compte que j'ai pas de besoin, j'ai pas de budget, j'ai pas de timing et du coup c'est juste pour me rassurer mais en fait il y aura pas de vente. C'est ce qu'on dit souvent, alors je sais je vais utiliser un anglicisme mais c'est les lost cost of lost opportunities. En gros c'est des opportunités perdues d'avance que les sales vont bosser, qu'on va garder dans le pipeline et en fait qui donneront jamais rien. Et Ouais. il y a des études récentes qui montrent que, en fonction des boîtes, ça peut être entre 20 à 60% du pipeline. Donc c'est énorme quand on fait vraiment la stat et quand on repart en arrière, quand on reprend un step back là-dessus. Ça, c'est le premier point, je pense. Et juste pour Ouais, te faire un stop un arrêt sur image sur ce premier point. Donc, la découverte de son prospect, ça reste, ça reste fondamental quand tu progresses dans la vente. Et on en a fait des sujets sur le podcast. Mais quel est, selon toi, les ingrédients d'une bonne découverte? Tu nous l'as dit, mais bon point. rapidement. Ouais, bah, je pense qu'il y a toujours il y a des méthodes aujourd'hui, Bant, Médic, on en parle de pas mal différentes. Je pense que les trois points essentiels, c'est est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'on a un budget, est-ce qu'on a un timing. Si on a ces trois points-là qui sont validés, mais vraiment validés, oui, il y a une opportunité qui s'ouvre, qui va être intéressante de creuser. Si ces trois points ne sont pas validés, euh, nous, on va avoir un problème. Et souvent, ce qui va être, quand on va creuser un peu le process de vente, on va se rendre compte des fois que j'ai potentiellement des SDR, des BDR qui doivent être chargés de ces discovery, de ces qualifications et de générer du pipeline. Sauf qu'on se rend compte en parallèle qu'ils ne sont pas objectivés sur les bons critères. Donc, ils vont mettre des deals dans le pipe qui ne sont pas intéressants, etc. Donc, il y a vraiment, des fois, il faut vraiment analyser tout ça, prendre un pas en arrière et voir du coup quel est le point de blocage. Est-ce que c'est des choses vraiment de process pur et dur ou des choses des fois un peu plus globales d'organisation qui peuvent avoir un impact déjà sur le cycle de vente. Et si on fait ça, déjà, on arrive à améliorer un peu tout ça. Après, il y a plein d'autres points. Mais je pense que la phase de qualification reste une des phases les plus importantes du cycle de vente, même si souvent elle est traitée par des profils de type SDR-VDR qui sont moins considérés que des AE pour certaines raisons, mais c'est vrai que c'est quand même une étape qui est très importante dans le cycle de vente. Voilà. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ces termes, hein, SDR, BDR, c'est les commerciaux qui vont faire la prospection. Et les AE, c'est plutôt ceux qui vont faire la négociation. Euh, je t'avais briefé hein, sur les anglicismes. Excuse-moi, là j'ai moins pensé, mais c'est vrai que souvent en France, qu'on va voir pareil sur dans des cycles de vente un peu plus classiques, on va avoir des Ouais, ingénieurs d'affaires, des business développeurs, des ouais, commerciaux qui vont faire l'ensemble du cycle de vente. Et donc là, la problématique se pose moins, vu que généralement, je vais moi-même qualifier mes deals et ouais. je vais les mettre moi-même, les suivre jusqu'à réussir à les closer. Et donc là, on suffit plus d'être, on va dire, honnête avec soi-même
sur est-ce que c'est un bon deal ou je le mets juste dans mon pipeline pour me rassurer parce que je dois faire un objectif de génération d'opportunités et que je suis en retard. Mais le problème, c'est qu'au final, je vais quand même perdre du temps derrière à le suivre. Qu'est-ce que c'est la bonne solution? Ouais. Donc, première réponse à OK, comment je peux agir sur la rapidité de mon cycle de vente? Et va travailler votre découverte, la problématique, le budget, le timing de votre prospect. Deuxième pilier, selon toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Nombre d'interlocuteurs. C'est clé aujourd'hui. On se rend compte, et il y a plusieurs études qui sont sorties, que si on a un interlocuteur, on peut avoir à peu près 20% de chance de gagner un deal. Si on en a deux, on monte à 40 et ainsi de suite. Donc malheureusement, si on en a 5, on ne monte pas à 100%. C'est pas si mathématique, mais on se rend compte que le nombre d'interlocuteurs a deux impacts. Le premier, c'est sur la vitesse que va avoir mon deal. Et la deuxième, c'est mon pourcentage de chance de gagner ce deal. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très, très important. Nous, on insiste beaucoup sur l'équipe commerciale, sur le nombre d'interlocuteurs qu'on va avoir dans un deal. Et surtout, faire en sorte de bien gérer les étapes suivantes avec ce nombre d'interlocuteurs. Est-ce que j'entends souvent, quand j'en parle avec d'autres dirigeants commerciaux, OK, mais moi, je veux qu'ils fassent une démonstration parce que si j'en fais plusieurs, ils vont avoir plusieurs rendez-vous de démonstration. Donc, s'ils ont beaucoup de deals, ça va leur prendre beaucoup de temps, ainsi de suite. Peut-être. Mais est-ce qu'il faut mieux faire 2, 3 rendez-vous de démonstration avec des équipes différentes, une démonstration orientée value avec les équipes métiers, valeur avec les équipes métiers, pardon, une démonstration, par exemple, un peu plus process avec les équipes SI ou qui sont chargées de l'intégration, des choses comme ça, et différentes démonstrations, chacune 15-30 minutes sur un sujet précis qui va me permettre en fait d'avoir plusieurs interlocuteurs, d'apporter de la valeur à plusieurs interlocuteurs et peut-être en une semaine ou deux de lever toutes les épines que je pourrais avoir ou tous les bloqueurs que je pourrais avoir, aller plus vite sur mon closing. VS, le faire avoir une démonstration au bout de 7 jours, me rendre compte au bout de cette démo que je dois en faire une deuxième 7 jours après. Et donc, du coup, en fait, j'ai déjà perdu 2 semaines au lieu de 7 jours avec un seul interlocuteur. Et si je me rends compte en plus qu'à ma démonstration, je n'ai pas le bon interlocuteur ou qu'il n'y a pas une bonne compréhension, bah, du coup, je vais peut-être fermer mon deal alors que j'avais une chance de gagner. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour réussir à multiplier le nombre d'interlocuteurs quand tu es dans un deal? Bien sûr. Bah, déjà, toujours apporter de la valeur. C'est-à-dire que si on me propose, si je vais voir un interlocuteur et je vais lui dire, OK, bah, moi, je voudrais faire 2 démos avec toi, avec 2 équipes différentes, ça ne marchera pas. Par contre, si j'arrive, je vais dire, OK, est-ce qu'on peut faire une démo orientée valeur, par exemple, avec ton directeur commercial, mardi prochain. Aujourd'hui, on est jeudi, je vais dire mardi prochain à telle heure. Toujours proposer une date, ça marche bien, ça accélère, ça évite les allers-retours d'agenda. Il se projette, il va me dire non, je ne suis pas dispo à 14h, je suis dispo à 15h. OK, on cale ce point. Je dis OK, et est-ce que par hasard, dans ce projet qu'on est en train de faire ensemble, est-ce que va y avoir d'autres décideurs ou est-ce que tu vas devoir t'intégrer dans ton CRM, dans tes outils? Ah oui, j'ai mon équipe Ops qui va devoir intervenir. Ah, génial. Est-ce que du coup, ça ne vaudrait pas le coup qu'avant notre démonstration valeur, lundi à 13h, pendant 20 minutes, on rencontre l'équipe Ops et qu'on leur montre comment s'intègre facilement dans vos outils en 15 minutes. Comme ça, vous avez toutes les réponses quand on va rencontrer ton directeur commercial. Ah oui, c'est génial. Bah OK, on y va. Et du coup, présenté comme ça, je vais avoir mes 2 démos, chacune avec une proposition différente, qui vont être faites différemment, mais qui vont me permettre de multiplier mon nombre d'interlocuteurs. Ouais. C'est vrai que quand on commence dans la vente, qu'on n'a pas trop d'expérience, souvent on pense que OK, j'ai un rendez-vous, c'est bon, génial. c'est génial, c'est la personne va gérer le deal, c'est pas le décideur, mais en fait ça va le faire. En fait, c'est rarement le cas, hein. Tu as intérêt effectivement à multiplier les points de contact, ou sinon tu risques d'être ghosté à un moment donné, quoi. Parce que la personne n'a pas n'a pas la force de décision. Mais en plus, c'est un sujet qui est très marrant parce que tu peux avoir 1 an d'expérience, 7 ans ou 15 ans d'expérience. Oui, Il suffit que tu aies un deal où ça fait des mois que tu les travailles, tu n'arrives pas à rentrer dans le compte, ainsi de suite. Tu commences à rentrer dans le compte, tu es tellement content d'avoir ton premier rendez-vous des fois et ta première démo que tu vas oublier tous tes réflexes et tu vas oublier de caler ta deuxième démo. Et dans ce cas-là, généralement, tu vas dire après, zut, mon temps de closing il est plus long ou j'ai moins de chance de closer ce deal. J'ai pas pris des fois même le numéro de téléphone, etc. Ça arrive encore souvent et moi, ça peut m'arriver même, ça doit m'arriver 1 fois par mois sur certains comptes avec trop d'euphorie qui se manifeste. Ouais, grand classique. Donc, première chose, la découverte. Deuxième chose, multiplier le nombre d'interlocuteurs. On passe à la troisième conseil.
toujours 3 points, Ouais. 3 bullet points. Je pense que le point le plus important, et c'est quelque chose qu'on peut être assez sévère avec, c'est toujours avoir une étape suivante. S'il n'y a pas d'étape suivante, il n'y a pas de deal, ça n'existe pas. S'il n'y a pas d'étape suivante, ça veut dire que les interlocuteurs ne se projettent pas. S'il n'y a pas d'étape suivante, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vélocité, il n'y a rien, on a quelque chose et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc toujours l'étape suivante. Par contre, une étape suivante ne veut pas dire on prévoit un call de 5 minutes ou 10 minutes, on va juste se regarder dans le blanc des yeux et on va se poser la question de ok, vous en êtes où, est-ce que vous êtes intéressé, pas intéressé, ainsi de suite. Toujours la même vision, apporter de la valeur à chaque échange. Étape suivante veut dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a des bloqueurs, d'autres stakeholders qui sont manifestés, pardon, d'autres parties prenantes des décisions qui se sont manifestées. Est-ce que je peux impliquer une autre équipe? Est-ce que ça pourrait être intéressant aussi, par exemple, on parle avec l'équipe, la direction informatique et la direction des risques. Est-ce que je ne vais pas aller parler aussi à la direction commerciale, etc., etc., etc. Donc vraiment, toujours une étape suivante. Je connais même des entreprises, s'il n'y a pas d'étape suivante, ils ferment le deal. Et je pense que ça peut être une bonne pratique, qui est un peu dure, un peu brute, mais qui est intéressante. D'ailleurs, ça peut être programmer une étape suivante, ça peut être justement une étape suivante pour multiplier le nombre d'interlocuteurs. Exactement. Après, ce qui va être intéressant souvent, comme tu le dis, c'est j'ai fait 2 démos, 2 démonstrations, chacune orientée sur une proposition de valeur, un interlocuteur métier, bah, je vais pouvoir avoir 2 étapes suivantes. Ou peut-être les regrouper dans la même étape suivante. Ça, c'est intéressant. Okay. Mais par contre, avoir en démonstration, en fait, si on renverse le sujet, ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que si je fais une démonstration où je vais mettre plusieurs interlocuteurs avec des objectifs différents et des problématiques différentes, je vais devoir démontrer plusieurs choses au même endroit et avoir plusieurs discours et je ne vais pas forcément avoir les mêmes problématiques. Donc, c'est jamais bon. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir du multi-interlocuteur, il est même plus de la pertinence de mon deal et la pertinence de mon cycle de vente aussi. Ok. Oui, donc tu pourrais, si jamais tu as un rendez-vous avec plusieurs interlocuteurs, à un moment donné, à la fin du rendez-vous, dire voilà, j'ai fait une présentation très générale parce que bon, vous étiez plusieurs profils autour de la table. Maintenant, je peux, pour chaque profil, vous faire une présentation plus personnalisée en fonction de votre métier. Exactement. Mais par contre, toujours le même réflexe. Si j'arrive en disant on va prévoir 3 présentations avec les 3 métiers différents, moins de chances que ça marche. Par contre, si je prends une problématique précise à chaque métier et dire ok, on peut prévoir une démo la semaine prochaine, je prévois déjà celle-là, elle est bookée, et après je parle et aussi sur cette problématique-là avec ce métier-là, ce serait peut-être intéressant de faire aussi une démonstration. Ça marche mieux. C'est toujours pareil. Ouais. Si j'arrive et je te demande 3 choses en même temps, tu te sens submergé. Si je te les demande l'une après l'autre, ma chance de succès est plus élevée. Ouais. Bon, bah, ça fait déjà 3 bons conseils. Hein, l'étape suivante, les multi-interlocuteurs à la découverte. Tu m'avais parlé aussi en préparant le podcast que c'est important aussi de travailler sur ces leads, à la fois sur la génération de leads, mais aussi la priorisation de leads. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as derrière ça? En fait, il y a beaucoup de stats qui sont sortis, surtout une boîte qui s'appelle Epsta, anglaise, qui est spécialisée dans l'analytics, l'analyse des revenus, du pipeline, ainsi de suite. Donc, c'est une plateforme qui permet de faire tout ça, qui a fait une grosse étude sur, je crois, 50 milliards de pipeline cumulés et qui a montré que, en fonction de comment était initié un deal et la base de ce deal, on pouvait aller jusqu'à 61% de vélocité en plus. Et en fait, une des raisons était si ces deals étaient basés sur un signal d'achat ou une intent, la vélocité pouvait être beaucoup supérieure. Il y a même des Américains, je ne sais pas si tu connais Guillaume Cabane, qui est assez connu dans le domaine un peu ce qui va être growth, qui est le domaine un peu à la mode, qui a conseillé énormément de très grosses scale-up et qui a fait une intervention à SaaStr à Londres en juin où qui disait que de toute façon, lui faisait aujourd'hui tout ce qui était outbound, donc aller chercher, aller chasser des comptes, prospecter des comptes. Il faisait que sur de l'intent-based, donc des signaux d'achat, un signal d'achat, et que grâce à ça, en fait, il y avait une vélocité des deals qui était plus importante. Il arrivait à réduire d'un tiers le coût d'acquisition, etc. Et donc après, qu'est-ce que ça va être un signal d'achat, une intent? Ça va dépendre des métiers. Il y en a des génériques, il y en a plusieurs différents. Souvent, les plus connus, c'est je vais voir une boîte qui lève des fonds, je vais aller la contacter tout le monde en même temps. Je vais voir une boîte qui est en croissance, je vais aller la contacter. Je vais voir une news qui est apparue sur une nouveauté, une actualité qui est apparue sur Google, sur LinkedIn, etc.
Donc ça va être les plus évidents. Et en fait, on peut pousser ce concept un peu plus loin, de manière un peu plus intéressante, à se dire, je vais être capable d'aller récupérer des signaux qui font que je sais, qui rencontrent la problématique actuellement, que je résous avec mon produit et mon service, ou par exemple des clients avec qui j'ai déjà parlé, j'ai déjà signé, il y a eu un changement de poste de la personne, elle a changé d'entreprise, c'est quelqu'un que j'ai déjà éduqué, j'ai déjà dépensé de l'argent dessus, j'ai une forte probabilité de la signer, plus de 80% de chance, pourquoi je n'irai pas lui reparler? Et en fait, ça va être réussir à capter potentiellement l'ensemble de ces signaux qui m'intéressent pour générer du coup des deals avec des acheteurs plus probables, d'une part, mais aussi m'en servir quand j'ai des deals dans mon pipeline, donc en cours de progression, où je suis dans des phases de qualification, de démonstration, de closing, pour alimenter du coup mes commerciaux et pour réussir à détecter qu'il s'est passé quelque chose qui fait que je vais pouvoir me servir de cet argument pour aussi aller closer plus vite ou closer plus. Parce que je vais me rendre compte que à la base, on parlait peut-être de 3 licences et qu'en fait, ils viennent de lancer 5 recrutements. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir directement anticiper sur 8 licences que sinon, j'aurais peut-être closé que 3 licences et je m'en serais rendu compte 3, 4, 5 mois plus tard. Et puis, bien sûr, des outils pour détecter ces signaux d'achat, dont le tien, j'imagine, Alexandre. C'est un peu un sujet qu'on connaît. Ouais. Donc Clownscale permet de capter ces signaux d'achat. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu nerf de la guerre en 2023. Comment comment je génère plus de pipeline, comment je génère plus de ventes et comment je vais accélérer ces deals. C'est vrai que Clownscale, on est clairement dans ce topic. Après, ce qui est assez intéressant aussi, ça va être de se dire quels signaux je vais récupérer. Et souvent, on se rend compte que si on gratte un peu la surface, on a des commerciaux qui vont traiter ces signaux à la main parfois, qui vont capter 2-3% des opportunités qui passent. Et l'idée, ça va être en fait de leur permettre d'aller récupérer directement dans leurs outils 100% de ces signaux pour de 1, ne plus rater d'affaires, de 2, closer plus vite, et de 3, leur faire gagner du temps. Mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup, c'est un sujet où quand je vais te parler de signaux d'achat, d'intent data des fois, si on le dit un peu en anglais avec les solutions marketing, souvent les commerciaux peuvent être un peu réticents. Pourquoi? Parce que j'ai des outils qui ont été achetés par le market, qui ont plus ou moins marché. Ils me disent, il faut aller parler à ce compte-là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je dois aller lui parler. L'idée aujourd'hui, ça va être plutôt de faire des choses sur les signaux d'achat où je vais aller parler à des gens en sachant pourquoi je leur parle, avec les bons arguments au bon moment, en totale transparence. Et du coup, ce qui va me permettre en fait de vraiment m'appuyer sur ces signaux pour vendre plus et mieux. Ouais. Et ça va accélérer ton cycle de vente dans le closing, mais également dans la prospection, parce qu'on imagine que quand tu prospectes quelqu'un et que tu expliques, tu parles de l'actualité de la personne, j'ai vu que vous avez recruté, j'ai vu que vous avez levé des fonds, par exemple, forcément, c'est des messages beaucoup plus personnalisés que bonjour monsieur, je m'appelle un tel, j'ai un produit pour vous. Exactement. Et c'est vrai que tu peux aller encore un peu plus loin dans l'analyse en disant est-ce que j'arriverai même à générer du pipeline, des ventes, des prospects, grâce en fait aux besoins, à la peine que je résous aujourd'hui. Et comment je peux réussir à trouver ces prospects-là de manière automatisée. Il y a une boîte, je pense, qu'on connaît un peu tous, qui s'appelle GuideGuardian, qui a fait quelque chose, bon, c'est public, donc on peut le dire, mais où ils sont très forts, c'est qu'ils sont basés sur des failles de sécurité sur GitHub, et ils ont réussi en fait à récupérer sur GitHub directement toutes les boîtes qui ont une problématique de sécurité en les adressant en disant regarde ta problématique de sécurité. On parlait de Guillaume Cabane avant, il avait fait ça avec Drift, où il était capable en fait de contacter les équipes commerciales et en disant ok, vous mettez plus de 5 heures à répondre, donc en fait vous avez besoin de notre solution. Comment j'arrive du coup à trouver cette problématique et industrialiser le fait de la sourcer, de l'alimenter mon pipeline avec ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et il y a plein de choses qui te permettent de le faire. Par exemple, une boîte qui va faire du recrutement va voir si une boîte recrute, elle va aller cibler cette entreprise-là en disant tu recrutes, tu as besoin de nous. Une boîte qui va faire du service peut se dire ok, je vais aller analyser les actualités de l'entreprise, le site web de l'entreprise, je vais pouvoir analyser les offres d'emploi, les missions qui sont décrites,
Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont décrites que je peux résoudre avec mes services? Pareil sur des boîtes de software, ainsi de suite. Ok. Donc, bien prioriser vos leads. Donc, quand un commercial prospecte, essayez de vous concentrer sur les leads qui ont des décision d'achat. Et aussi, peut-être, je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler, mais réfléchir à ce que j'appelle un peu ces prospects or, ces gold prospects, c'est-à-dire les prospects qui vont vous rapporter beaucoup de chiffre d'affaires en peu de temps, en peu d'efforts. Et ça, vous pouvez le savoir en analysant déjà votre compte client et savoir, OK, dans mes clients, avec qui ça a signé vite et pourquoi. Et peut-être qu'il y a un certain type d'entreprise qui répond à ça. Je ne sais pas si tu voulais en parler de ça. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Donc, on conseille souvent de le faire. C'est de prendre la liste des 10, 20, 30 meilleures ventes, signatures, que ce soit en termes de rapidité, en termes de chiffre d'affaires, ainsi de suite. D'essayer d'aller trouver le plus de données possible sur ces entreprises-là. Et après, de faire une petite statistique de manière complètement agnostique sur un Excel, par exemple, et de regarder quels outils ils vont utiliser, quels CRM, mais même des outils qui n'ont rien à voir, regarder où ils sont situés, regarder tout ça de manière vraiment agnostique. Ouais. Et on se rend compte, par exemple, je connais une boîte qui avait réussi à découvrir, qui vendait quelque chose qui n'avait rien à voir, mais qui a réussi à découvrir que 95% de ses clients utilisaient Welcome to the Jungle. Donc en fait, ils se disaient, OK, nous aujourd'hui, on va aller prospecter que des boîtes qui utilisent cette plateforme de recrutement. Parce que même si on ne vend pas du recrutement, on vend ils vendaient un outil d'avis de logiciel B2B, en fait, on se rend compte que si j'ai ça, je vends plus et mieux. Et ça, ils ont pu le faire parce ils ont regardé ça de manière complètement agnostique, en essayant de faire une petite statistique sur un tableur. Ils se sont rendus compte de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à faire, qui n'est pas forcément évident, qui prend peu de temps, mais qui peut donner des informations assez précieuses pour demain trouver un meilleur axe de prospection. Ok. Donc là, vous avez déjà un bon panel d'actions à mettre en place pour accélérer vos deals, hein. Travailler la découverte, vos interlocuteurs, l'étape suivante et la génération de vos leads, la priorisation de vos leads. Donc on a vraiment 4-5 actions à mettre en place. C'est très concret. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce thème-là, Alexandre, ou tu penses qu'on a fait un bon tour, un bon Je, panorama? je pense qu'on peut essayer de parler de l'IA 2 minutes. Ouais. Le sujet tendance du moment cette année, et comment on peut s'en servir pour améliorer tout ça. Euh, on voit aujourd'hui que bon, il y a une vague d'IA au début d'année où tout le monde voulait faire de l'IA. On voit que ça se calme un tout petit peu quand même. Tout le monde a commencé à s'en servir. Après, c'est pas forcément aussi simple de le mettre partout et c'est pas forcément pertinent partout. Euh, je pense que ça aide, si on parle de performance, ça peut aider sur les cycles de vente de deux manières principales. De toute façon, c'est ce qu'on voit avec le nombre d'outils qui se créent aujourd'hui. La première évidente, ça va être tout ce qui va être synthèse, prise de notes, compte rendu de rendez-vous. Comment j'arrive à m'en servir pour faire en sorte que j'ai moins de travail, on va dire, administratif ou manuel à faire. Euh, Ça, il y a quelques influenceurs français LinkedIn qui sont très bons. Je pense à Romain, par exemple, qui fait des templates très actionnables là-dessus, qui sont assez intéressants. Et après, il y a une deuxième partie, c'est plus comment j'arrive à m'en servir pour générer peut-être plus de ventes, plus de pipeline, contacter mieux mes prospects, ainsi de suite. Et donc là, on va se rendre compte de deux problèmes, souvent. C'est, OK, je vais m'en servir, mais il faut que je l'alimente, cette IA. Donc le premier problème, c'est qu'est-ce que je lui donne à manger? Et le deuxième problème, c'est qu'est-ce que je mets comme description, ce qu'on va appeler basiquement des prompts, pour réussir à faire qu'elle me donne un résultat qui est intéressant. Parce qu'en fait, si je me retrouve avec un résultat, par exemple, je génère des séquences d'emails, et je me retrouve avec 100 séquences d'emails, 100 emails à revalider derrière, à modifier, est-ce que j'ai vraiment gagné du temps par rapport à un template avec des variables avant, quoi? Pas sûr. Ouais, c'est toujours pareil, c'est attention à l'outil, trop d'outils tue l'outil. Donc l'IA très bien comme tu as dit pour gagner du temps, mais vous pouvez aussi en perdre. Beaucoup, ouais. On peut y en passer perdre. beaucoup de temps. Des fois, on passe 2 jours dessus, puis on se rend compte que ce qu'on a fait, ça sert à rien, ouais. C'est un peu comme quand on veut automatiser, quoi. On se rend C'est compte ça. qu'on automatise plein de trucs, mais est-ce que ça me prenait 2 minutes par jour et le temps pour automatiser, j'ai au final perdu plus de temps. Ouais. Yes. Et du coup, nous, on est convaincus, en tout cas chez Unscale, on s'en sert beaucoup, on voit nos clients beaucoup s'en servir, sur la personnalisation des séquences,
des points de contact avec nos prospects, c'est intéressant. Après, comment je vais m'en servir? On voit un axe qui est assez intéressant, c'est de se dire je vais m'en servir pour personnaliser des séquences d'emails ou des résumés de tasks pour mes commerciaux pour chaque interlocuteur métier. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. J'ai plusieurs personas sur lesquels je vais pouvoir aller vendre. Je vais avoir à chaque fois des templates d'emails qui sont assez cadrés. Ça va me permettre en fait de bien faire mon petit icebreaker, point d'accroche, le personnaliser un peu mieux en une phrase, deux phrases. Et je vais devoir du coup trouver un moyen d'alimenter cette IA avec les bonnes données, la bonne personnalisation pour que ça soit automatisé, que ça soit cohérent dans un template. Et du coup, ce qu'on voit par contre, ce qui est vrai, c'est que si je veux faire un mail entier avec de l'IA, ça marche pas très bien. Par contre, si je vais lui demander dans un mail de personnaliser une phrase, un paragraphe, etc., là, ça marche bien. Et concrètement, tu arrives à envoyer à l'IA un fichier Excel avec des infos et lui, il va réussir à t'automatiser des templates. C'est comme ça. Enfin, moi, je vois le truc comme ça, mais peut-être que tu le fais différemment. Alors, il y a cette façon-là. Et tu avais Cargo, Max et Aurélien qui avaient fait quelque chose d'assez incroyable là-dessus avec un Google Sheet automatisé avec OpenAI, des exemples de prompts et tout qui avaient bien marché. Tu as pas mal de gens qui publient des choses là-dessus qui sont assez intéressantes. C'est vrai. Après, on voit que l'IA est de plus en plus intégrée dans des outils aussi aujourd'hui. Ouais. Nous, par exemple, on l'a intégré dans Landscale dans notre outil. Et en fait, on va avoir une chance, c'est qu'on va voir que, par exemple, toutes les données que va réussir à gérer Landscale, etc., vont être utilisables en fait dans les templates de prompt et vont alimenter de l'IA. Et souvent, en fait, au sein de nos clients, c'est une personne dans l'entreprise qui va paramétrer tout ça, qui va permettre d'alimenter l'ensemble des commerciaux avec ces infos-là, ces exemples de séquences-là, et du coup, qui va permettre d'améliorer la performance. Ouais. Donc, il y a pas mal de solutions qui permettent de faire ça aujourd'hui. Ça peut être une idée de boîte intéressante, ça, un intégrateur d'IA dans les outils des différentes boîtes, que ce soit les outils et les logiciels que tu crées, ou que ce soit les outils en place comme le CRM, etc. T'en as plusieurs qui essayent de faire ça. Ouais. Après, un peu comme les outils qui te permettent de connecter plein d'outils. Y a pas mal de sujets qui apparaissent sur l'IA et qui permettent de faire ça. Après, je pense qu'il y a un des sujets de l'IA aussi principal, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a l'IA, on va utiliser par exemple ChatGPT, OpenAI, il va être très fort pour un sujet donné. Mais on se rend compte que si on veut faire des images, on va sur Midjourney. Si on veut faire des présentations, on va sur Gamma, etc. Et du coup, on va se retrouver avec plein d'IA qui sont spécialisés sur des sujets différents, qui les font très bien, et souvent par sujet et par métier. Ouais. Et donc, du coup, ça va être plus dur peut-être d'intégrer toutes ces IA, surtout sur un outil de ce type-là. Mais bon, on verra pour celui qui le fait s'il y arrive facilement. Ouais, et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur l'IA dans la vente, j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec Fred Canvé. Il est disponible sur toutes les plateformes. Je l'ai mis sur YouTube notamment, LinkedIn, et bien sûr sur le podcast. Et puis j'ai vu des outils SalesTech arriver là, assez puissants. Peut-être que tu as déjà testé ça, mais tu vois, par exemple, les outils qui vont... Bon, ça existe déjà, hein, qui vont enregistrer ton rendez-vous et te retranscrire la vidéo. Ça existe, ça, depuis quelques temps. Mais l'IA, en fait, va te permettre de synthétiser le rendez-vous, de te le mettre directement dans ton CRM et de te donner, par exemple, la prochaine action à faire. Et ça, justement, tu parlais de prochaine étape, ça peut être un sujet à sous-traiter, peut-être. C'est-à-dire, je n'ai pas trop de matière pour la prochaine étape, mais en fait, l'IA te donne des pistes. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce que ça te permet même si tu as quelqu'un qui arrive à bien formater tout ça, à extraire de ton compte-rendu des points qui vont rentrer directement dans ton CRM. Par exemple, si tu demandes à tes clients quels outils ils utilisent parce que tu es compatible avec certains outils, il faut absolument que tu les rends dans certains champs de ton CRM, l'IA va être capable de te formater ça et de le mettre directement dans ton champ. Et c'est vrai que c'est des choses qui permettent d'économiser pas mal de temps. C'est vrai que l'IA est très orientée au final gain de temps, productivité. Après, de là à dire qu'elle va remplacer des gens, ça c'est un autre débat, mais je pense pas que demain elle va vraiment remplacer des postes. Par contre, elle va faire gagner du temps sur des actions répétitives.
Oui, ou elle va peut-être remplacer des postes à faible valeur ajoutée. C'est toujours pareil. C'est souvent ce qui se passe. Oui, mais est-ce que ça marche? Enfin, le dernier point sur l'IA, je pense qu'il peut être intéressant de discuter, c'est la pertinence. C'est vrai on va lancer un grand débat, mais tu te rends compte des fois quand tu testes sur 10 jeux de données que tu as une certaine pertinence. Mais si tu vas tester sur 1000 ou 10 000 et tu regardes et tu analyses ce qui s'est passé derrière, la pertinence, elle n'est pas toujours là. Tu vois, nous, par exemple, on fait un exercice chez nous, c'est qu'on sait qu'on vend qu'à des boîtes qui sont B2B, donc qui vendent à des entreprises. Donc, on fait toujours ce qu'on appelle extraire l'intégralité de notre marché sur un pays. Nous, on l'a fait sur l'Europe et l'Amérique du Nord, par exemple, aujourd'hui. Donc, on connaît toutes les entreprises en Europe et Amérique du Nord qui peuvent nous intéresser. On a enrichi ça énormément. Donc, on va savoir même quels CRM ils utilisent, s'ils sont B2B, B2C, ainsi de suite. Et on a une étape qui était de cataloguer ces boîtes en B2B, B2C. Donc, est-ce qu'ils vendent à des entreprises ou ils vendent à des consommateurs? Et donc, ça, on a passé des milliers de boîtes dans justement notre cher ami OpenAI. Et on s'est rendu compte qu'au final, il y a un taux d'erreur quand même entre 20 et 30%. Ouais. Et donc, quand tu te rends compte de ça, bah, au final, si c'est sur des sujets qui sont moins névralgiques de synthétisation de rendez-vous, c'est pas si grave parce que souvent, tu vas avoir ton compte-rendu initial aussi. Mais si c'est sur des sujets, ton marché que tu vas adresser, ou au final, si tu catégorises une boîte B2C, mais qui est B2B, et donc qui est essentielle pour toi, bah, tu vas peut-être perdre du chiffre d'affaires, tu vas perdre des ventes. Et donc là, ça devient problématique. Ouais, non, on est encore au début. C'est vrai que ça fait pas mal d'erreurs. Moi, j'ai le cas tous les jours. Très bien, Alex. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils pour accélérer vos cycles de vente. Je pense que vous pouvez passer à l'action dès cet après-midi ou dès demain. J'ai quelques questions pour toi avant de te laisser partir. Ça va être des questions ping-pong, hein, tu dois connaître ça. Est-ce qu'il y a une chose, on vient d'en parler un peu, mais sur lequel tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Bah, je pense qu'il y a plein de sujets où j'ai passé beaucoup de temps que tu devrais éviter. Principalement un, c'est de faire trop de sujets en même temps. Ok. Je vais utiliser un mot anglais, je suis désolé, mais on dit souvent, même une expression, focus is the key. Et enfin, se concentrer sur un sujet à la fois, c'est la clé. Se concentrer sur deux, trois sujets à la fois, ça marche. Quand on va vouloir faire trop de sujets en même temps, ça marche pas. Et on va souvent avoir l'impression que ou notre produit ou service, il peut faire trop de choses. Oui, il peut tout faire, mais s'il fait tout, il ne fait rien. Et c'est pareil pour nous, en fait. Et moi, mon erreur, souvent, ça va être de commencer trop de sujets, mais pas les finir, parce on est débordé de plein de choses en même temps. Et du coup, on va se rendre compte qu'on n'est pas assez organisé, on a commencé plein de choses, on ne les finit pas, ça avance pas assez vite, on va se retrouver en retard sur un sujet ou autre. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'applique une règle qui est de prendre deux, trois sujets prioritaires à la fois, pas plus, et tant qu'ils ne sont pas finis, de ne pas en rajouter d'autres, quitte à reprioriser ou décaler des choses. C'est vrai que c'est souvent difficile, surtout quand on fait de la vente, parce qu'au final, si on est sur l'ensemble du cycle de vente, on va devoir prospecter, on va devoir faire nos qualifications, nos démonstrations, notre closing, et on se rend compte souvent que on va faire plein de prospection, du coup on va avoir plein de de qualifications, après on va avoir plein de démos, on va avoir plein de closing, puis après on n'a plus de pipe en entrée, donc on doit retourner là. Et donc bien réussir à rester organisé, concentré sur deux, trois sujets à la fois, en parallèle, mais bien organisé, je pense que c'est l'art de la guerre, c'est quelque chose qui est facile à dire, mais qui est souvent pas facile à faire. Et ouais, bien sûr. Mais en même temps, toi, tu es CEO, donc c'est aussi sa fonction, c'est de naviguer entre tous ces sujets. Et bon, C'est sûr. c'est Mais bon, je suis CEO qui vend encore un peu, parce que mm, j'adore ça. Prospection, c'était ma passion à l'époque, et du coup, j'en fais même encore un peu. Ce qui est ouais. assez marrant des fois où je me retrouve, c'est Antoine de Toucan que j'avais prospecté et qui me disait après, oh, vous avez des BDR qui sont géniaux chez vous, et peut-être qu'il s'est rendu compte que c'est le CEO qui l'avait prospecté, et du coup qui voulait recruter le CEO. Mais bon, ça c'est un peu compliqué à débaucher quoi, en BDR. Et du coup, ouais, non, c'est sûr. Mais je pense que surtout dans la vente, faut se concentrer sur chaque étape du pipeline. Chaque étape est aussi importante l'une que l'autre. Et bien s'organiser, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui est névralgique pour performer. Ok. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard? Ce sujet-là, je pense. Toujours ce sujet, ouais. Toujours, et je pense qu'encore aujourd'hui, hein, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression des fois d'être
on a souvent tendance à surestimer le nombre d'actions qu'on peut traiter en même temps, la pertinence, le temps que ça va prendre. Et je pense que je dois encore m'améliorer personnellement et travailler sur la priorisation et surtout sur l'estimation du temps que va prendre chaque tâche. C'est quelque chose où j'ai perçu trop tard, souvent sous-estimé la durée des tâches. Aujourd'hui, je pense être meilleur. Et comme tu dis, je suis CEO, donc on a souvent le penchant de l'équipe technique où ils vont te dire, tu vas leur demander combien de temps ça va te prendre pour te faire cette feature, cette fonctionnalité. Ils vont te dire, on n'est pas capable de te dire, donc tu les forces, ils vont te dire 1 semaine, au final, ça prend 2 semaines. En fait, tu te rends compte souvent sur plein de sujets que c'est pas si simple d'estimer des tâches. Et je pense qu'aujourd'hui, je deviens meilleur là-dessus, mais j'aimerais être encore meilleur là-dessus, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des compétences essentielles que tu aurais aimé développer plus tôt? Et si tu pouvais développer une compétence aujourd'hui, tu choisirais quelle compétence? Je pense que c'est le compétence que j'aurais aimé plus tôt, c'est le réseau, savoir entretenir son réseau. C'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens au cours de sa carrière, de plein d'interactions différentes, même des fois en soirée ou dans des Uber. À l'époque, il y avait Uber Sharing, on pouvait rencontrer des gens intéressants quand tu rencontres une soirée dans le Uber. Et on va pas forcément faire l'effort d'entretenir son réseau parce qu'on est submergé par nos vies pro, nos vies perso. Il y a des gens qui sont très réseau et on se rend compte en fait le réseau à différentes étapes professionnelles. Après, on en a besoin et qu'en fait, si on l'a pas entretenu, ça marche pas. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé prendre conscience plus tôt. Parce qu'au lieu d'avoir un réseau peut-être à 10-20% de pertinence aujourd'hui, il serait à 80-100%. Et ce serait encore plus intéressant. Et la compétence que je me donnerais, je pense, c'est une compétence que tout le monde voudrait, mais c'est d'être un peu devin, savoir ce que pensent vraiment les gens. Parce que quand tu vas vendre un peu, tu vas te confronter au marché, à des marchés étrangers. Je pense surtout aux États-Unis. Tu as souvent des gens en vente qui sont ultra sympas, qui ont l'air ultra intéressés, tout est génial. Tu prévois une next step, limite c'est ton meilleur ami, et au fait, il n'y a plus de next step où ça se passe pas et tu sais pas pourquoi, t'as pas compris. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frustrant, surtout quand tu es 16 où tu dis ah c'est génial, ils ont l'air super motivés, j'ai mes next steps, j'ai tout ce qui va bien, step suivante, j'ai bien mes points interlocuteurs, mes démos qui sont prévus, et après ils disparaissent dans la nature et tu comprends pas pourquoi. Donc être devin là-dessus ou comprendre aux ventes étrangères, des cultures étrangères, des fois ça peut être une compétence que j'aimerais bien qu'on me donne avec une baguette magique. Ok, bon bah écoute, t'as plus qu'à aller t'installer aux États-Unis, hein. Ça peut être ça, quoi. Ça peut être ça. Ok, ça marche, Alexandre. Bah écoute, dernière question. Je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu invites qui? Je pense que je réinviterai quelqu'un que tu as déjà invité il y a 2 ans, notre cher ami Enzo, Ouais. qui est assez pertinent, qui est assez moteur sur les sujets de la vente, qui a une énergie qui est assez incroyable et qui garde une énergie qui est assez incroyable sur la partie prospection, et qui, je pense, aujourd'hui est toujours aussi pertinent là-dessus, sur un sujet qui est assez névralgique pour les sales, et qui, au final, quand tu parles à des sales, tu te rends compte vite que la prospection, c'est pas forcément leur dada. Je pense qu'Enzo, c'est quelqu'un qui réussit à te faire aimer la prospection. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui va être intéressant de réinviter sur ce podcast. Ouais, bah écoute, c'est une bonne idée. Il était passé, effectivement, je crois, qu'il y a 2 ans. Il était encore chez Sunday. Depuis, il est chez Iconoclast maintenant, donc ça peut être pas mal de le réinviter, ouais. Et puis il est souvent perdu dans son frigo, donc ça peut être intéressant. Ça apportera un coup de frais sur l'émission. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ces vidéos frigo, et puis il y a aussi le Call Club où ils se filment en train de prospecter au téléphone, c'est sympa, ouais. Ok, bah cool. Bon, bah écoute, merci Alexandre. Si jamais on veut te contacter, on te trouve sur LinkedIn, j'imagine. Bah, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Écoute, bah, bonne suite avec ta boîte, hein, et puis plein de belles choses. Et n'hésite pas, si tu as un autre sujet sur la vente, bah, tu repasseras dans le podcast. Bah, avec plaisir, Alexandre, et merci pour l'invitation. Ouais, à bientôt. Et à bientôt. À bientôt tout le monde. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!